Comment on enregistre les opérations dans un journal dit centralisateur? Eh bien, vous allez voir la forme, c'est un journal, on va faire, si vous voulez, on va tracer des traits. Dans une première colonne, on inscrira les numéros des comptes. Dans la deuxième colonne, on inscrira les intitulés des comptes. Dans la troisième colonne, on inscrira les montants que l'on débite. Dans la quatrième colonne, on inscrira les montants que l'on crédite. Ensuite, il ne faut pas oublier deux choses. D'abord, la date de l'opération, puisque je vous ai dit qu'on enregistrait les opérations chronologiquement. Donc il y a des dates. Donc il faudra mettre soit la date, alors ça c'est dans le monde réel, il n'y a pas de souci. Dans le cas d'un examen, ce n'est pas forcément la date, ça peut être le numéro d'une opération. Vous voyez, au lieu qu'on vous mette des dates, on vous dira l'opération numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. D'accord? Donc la date de l'opération ou le numéro de l'opération pour certains exercices, vous devrez l'indiquer dans un espace au centre du journal, comme vous allez le voir. Vous allez remarquer également quelque chose d'important, je vous précise bien, fondamental. Je ne veux pas que vous perdiez des points le jour de l'examen, quel que soit l'examen que vous passez en comptabilité. Regardez bien, attention, vous allez remarquer que pour chaque écriture, non seulement on a écrit les numéros de compte, les intitulés des comptes, ce qu'on a mis au débit, ce qu'on a mis au crédit, la date ou le numéro, mais pour chaque écriture, on a inscrit un libellé. Pour chaque écriture, c'est tout bête. Qu'est-ce que c'est qu'un libellé? Ça explique de quoi on parle. C'est le règlement de la facture, numéro de temps, du fournisseur machin, payé par chèque. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire ça explique, mais en une ligne, il n'y a pas besoin d'en faire un roman en 12 volumes, hein, je veux dire, d'accord? Tout simplement. Attention, si vous ne faites pas ça, vous serez pénalisé le jour de l'examen, surtout que dans l'énoncé, vous savez que vous le lisez rarement, souvent vous commencez sans lire les énoncés, c'est pas la peine. Ben, il est écrit en français, en gros. Vous devez donner les libellés. Sinon, vous serez pénalisé, je vous le dis. Et ces libellés donc, sont obligatoires sous peine de se voir pénalisés, même si l'écriture en elle-même est correcte. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on va prendre des exemples d'écriture sous forme de journal. Eh bien, on va, si vous voulez, reprendre des exemples que nous avons vus la dernière fois. Mais regardez bien, c'est exactement le même principe. Alors, j'attire votre attention ici. Excusez-moi, je bouge un peu en régie. Ça va les énerver, mais ils sont capables de cadrer, ne vous inquiétez pas. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit qu'il y avait, pour faire simple, 4 colonnes. Une colonne dans laquelle on allait mettre les numéros de compte, une colonne dans laquelle on allait mettre les intitulés des numéros de compte et les dates des opérations, puis après, une colonne débit, une colonne crédit. Est-ce que tout le monde me suit? Vous vous souvenez que la première écriture, c'était quoi? Il y avait, j'achète, vous voyez l'intérêt de l'intitulé? J'ai même pas besoin de me souvenir de quoi ça. J'ai écrit ici, on avait acheté des marchandises et on les avait réglées par chèque numéro tant, facture numéro tant, du fournisseur un tel. C'est comme ça qu'il faudrait faire. D'accord? Eh bien, regardez, on avait dit qu'on débitait, vous vous souvenez, le compte 607 achat de marchandises et qu'on créditait le compte 512 banque. Donc ici, on met les numéros de compte 607, 512, d'accord? Achat de marchandises et ici, banque. Alors, vous remarquez plusieurs choses d'abord. Important. Du côté des intitulés et du numéro, ou de la date, le numéro ou la date, vous voyez, vous la mettez au milieu. D'accord? Par convention. Pourquoi par convention? Pas besoin de faire des colloques pour savoir s'il faut le mettre au milieu, aux 3/4. Non, non, vous le mettez au milieu. Très bien. Ce qu'il faut faire aussi, j'attire votre attention très sérieusement là-dessus. Ça, c'est pour faciliter le travail du correcteur. Vous savez, celui qui va vous juger, dont votre vie dépendra. Parce que si vous l'avez ou vous ne l'avez pas, vous verrez que ce n'est pas pareil. Hein. Donc, ce que vous devrez faire, regardez bien. Dans cet espace au milieu, on commence par convention, par écrire les numéros et les noms des comptes que l'on débite. Ici, il n'y a que 2 comptes. Il y a forcément un compte qu'on débite et puis un compte qu'on crédite, d'accord. Vous voyez, même avec 2 comptes, vous remarquerez que j'ai toujours commencé en premier par le compte qu'on débite et ensuite par le compte qu'on crédite. Pourquoi? Parce que. Pas de philosophie, pas de... D'accord. S'il y avait 3 comptes que l'on débitait pour traduire cette opération et un compte que l'on créditait, on ferait pareil. On commencerait par les 3 comptes qu'on débite et après celui qu'on crédite. Est-ce qu'on est d'accord? Ensuite, par convention toujours, les comptes qu'on débite, les noms, vous me les collez ici du côté gauche. Et les comptes que vous créditez, vous me les collez, eux, du côté droit là-bas. L'intitulé. Vous voyez, la banque, je ne l'ai pas mis ici dessous, achat de marchandises.
Pourquoi on fait ça? Ben parce que comme ça va plus vite à vérifier. Est-ce que tout le monde me suit? Vous voyez, je vois bien ici que vous avez débité achat et que vous avez crédité banque. Si vous mettez les deux ici, d'accord, comme je vous connais, vous n'allez pas respecter, vous n'allez pas les mettre dans l'ordre, vous risquez de tout mélanger. C'est une question d'habitude et on fait toujours comme ça. Vous êtes d'accord? Et après, il y a une colonne débit, une colonne crédit. Et vous voyez, il y avait bien 100 000, 100 000. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Ce qui est possible, certains auteurs et certains enseignants font comme ça. C'est que pour les numéros de compte ici, c'est tout à fait correct, il n'y a pas de souci, bien sûr. Vous pouvez mettre deux colonnes, d'accord, les numéros de compte. D'abord, donc, le compte que vous débitez, c'est dans la première, et le compte que vous créditez. Moi, ça m'est égal complètement. Moi, ce qui compte, c'est que les numéros de compte soient justes, les intitulés soient justes, et que ce soit lisible. Est-ce qu'on est d'accord? C'est clair? Deuxième exemple, c'était un achat de matières premières, facture numéro de temps, non payée, donc il y avait une dette envers le fournisseur, et c'était 601 et 401, vous voyez exactement le principe. Ça va, c'est clair? C'est aussi simple que ça. Ok? Aussi simple que ça. Ce qui veut dire, je perçois des questions. Ah bon, mais il faut tracer des traits alors? On va pas nous donner le jour de l'examen des feuilles avec tous les traits déjà faits? Non. Non, il faut aussi travailler un peu. D'accord? D'accord. Donc, et les traits, ça se trace avec des règles, hein, pas avec les doigts. Ah bon? Oui, ça s'appelle du respect pour celui qui vous corrige. D'accord? C'est pas n'importe quoi à l'arrache comme vous aimez faire. D'accord? Donc, il faut que ce soit propre, clean, net, sans bavure. D'accord? Après, je vous ai mis l'exemple 3, 512 à 76, l'exemple 4, 411 à 701. Vous voyez, il n'y a aucune difficulté majeure. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Si jamais, il y a plusieurs écritures, vous pouvez avoir à le faire sur 2 pages le journal. Hein, vous arrivez en bas, voilà. Alors là, attention, juste une petite précision pour ceux qui ont déjà fait de la compta. Alors, je sais que dans ce cas-là, certains profs exigent que, en bas de la page, vous fassiez le total de la colonne débit, le total de la colonne crédit. Ça, c'était bon, entre guillemets, au Moyen-Âge. Je veux dire, maintenant, on s'en fout complètement. Pourquoi? Parce que dans le monde réel, petite remarque s'il en était besoin, vous ne passerez jamais d'écriture à la main. Plus jamais. Ça sera avec un logiciel de comptabilité. D'accord. Sauf que, encore une fois, avant d'apprendre à courir, on apprend à marcher. Donc on apprend d'abord à passer les écritures à la main, et après, quand on comprend, on peut passer, si vous voulez, sur le logiciel, et évidemment, lui, le logiciel, son journal, il est prêt. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, vous pouvez avoir un exercice où vous avez, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, 20 écritures à passer, et 20 écritures, ça va pas tenir sur une page. D'accord? Ben, vous tournez la page, vous recommencez. Je ne vous demande pas, moi, de faire le total en bas débit-crédit. Oui, normalement, ça avait un sens. Ça avait un sens parce que ça permettait de vérifier si les écritures que vous avez passées étaient juste au niveau des montants. Est-ce que tout le monde me suit? Parce que si vous ne vous êtes pas trompé, puisqu'on a dit que pour chaque écriture, ce qu'on a mis du côté des débits, ça doit être égal au côté des crédits. Donc quand j'arrive en bas de la page, théoriquement, si je ne me suis pas trompé, la somme de ce que j'ai mis du côté des débits doit être égale à la somme de ce que j'ai mis du côté des crédits. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Ok, dans les années 50, 60, 70, on obligeait les étudiants à faire ça. Bon, on est au XXIe siècle, d'accord? Maintenant, c'est plus obligatoire. Ok? Donc, voilà le principe des différentes écritures. Je vous ai toutes reprises ici. Hein. Vous pensez bien à chaque fois à l'intitulé. Alors maintenant, quelle est la procédure pour déterminer le résultat de l'exercice? Parce qu'évidemment, hein, c'est quand même assez complexe. Donc on va faire toutes ces explications sur plusieurs cours successifs. Aujourd'hui, on va travailler sur la procédure pour déterminer le résultat. Alors, pour connaître le résultat d'une entreprise, on utilise le document qui s'appelle, donc, comme je vous disais tout à l'heure, le compte de résultat. Donc on se situe à la fin de l'exercice N, par exemple. On additionne toutes les charges qu'a supportées l'entreprise et tous les produits qu'elle a générés pendant l'exercice. Le total le plus élevé entre le total des charges et le total des produits devient ce qu'on appelle le total général. Ce total général, c'est lui qui va permettre de déterminer si l'entreprise a fait des bénéfices ou des pertes. C'est tout simple, c'est tout à fait logique intellectuellement. Si le total des produits est supérieur au total des charges,
le résultat est bénéficiaire. Si pendant l'exercice, vous avez ce qu'on appelle plus de produits que de charges, ça veut dire que pour cet exercice, vous avez fait des bénéfices, ou si vous préférez, que cet exercice est bénéficiaire. Si c'est le cas contraire, le total des produits est inférieur, plus petit que le total des charges. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'au titre de l'exercice, vous avez effectué des pertes pour cet exercice, ou si vous préférez, pour cet exercice, le résultat est déficitaire. D'accord ? On va prendre ça, on va regarder ça avec un petit tableau et un exemple concret. Alors sachez également, avant de rentrer dans les détails, que dans un compte de résultats, les charges et les produits sont classés en 3 catégories: exploitation, financière, exceptionnelle. Donc du côté des charges, il y a 3 grandes catégories: charges d'exploitation, charges financières, charges exceptionnelles. Et du côté des produits, on va avoir le même principe: produits d'exploitation, produits financiers, produits exceptionnels. D'accord ? Donc je vous montre avec un compte de résultats très simplifié. Nous rentrerons dans les détails dans la suite du cours. Alors regardez bien. Ici, je vous ai mis d'une façon très simplifiée, donc un compte de résultats avec deux exercices, N et N-1. Regardez bien. Du côté des charges, d'accord ? Pour l'année N, j'ai bien séparé, comme je viens de vous le dire, charges d'exploitation, charges financières, charges exceptionnelles. Si on regarde l'année N, alors le montant des charges d'exploitation est de 1000, les charges financières sont de 100, les charges exceptionnelles sont de 300. Donc, pour l'année N, le total des charges, vous voyez, le total 1 est de 1400. Pour la même année, de l'autre côté, je regarde les produits que j'ai séparés également en 3 catégories: exploitation, financier, exceptionnel. Dans cet exemple, les produits d'exploitation 1500, pas de produits financiers, ce n'est pas une obligation qu'il y ait des produits financiers, et des produits exceptionnels de 500. Conséquence, pour l'année N, le total des produits est de 2000. D'accord ? Alors, regardez bien, on a bien vu que dans ce compte de résultats, il y avait une partie qui est consacrée aux charges, la partie gauche, et la partie droite qui est consacrée aux produits. C'est ce qu'on appelle un compte de résultats présenté sous forme d'un T, d'un compte en T. D'un côté les charges, de l'autre côté les produits. On est d'accord ? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? J'ai dit qu'à la fin de l'exercice, on fait le total des charges et le total des produits qu'a supporté l'entreprise. Ici, 1400 de charges, 2000 de produits. On a dit que le total le plus élevé des 2 montants devient ce que l'on appelle le total général. Pour l'année N, vous m'accorderez que le total le plus élevé, c'est bien 2000. Donc si on réfléchit un tout petit peu, pour l'année N, il y a eu 2000 de produits et il y a eu 1400 de charges. Sans être un expert comptable, je pense que vous comprenez intuitivement donc que pour cet exercice-là, il y a eu 600 de plus de produits que de charges. 2000 moins 1400, ça fait bien 600. Est-ce que vous me suivez ? Ça représente quoi, ces 600 ? Ça s'appelle le bénéfice. Et d'un point de vue technique, pour la présentation du compte de résultats, non, je ne me suis pas trompé, je vous rassure, je recommence la procédure, on fait le total des charges, 1400 pour l'année N, on fait le total des produits, 2000 pour l'année N, j'ai dit le total le plus élevé des 2, 2000, devient le total général. Regardez bien, si je me mets du côté des charges, total des charges 1400, le total général c'est 2000. Pour passer de 1400 à 2000, qu'est-ce qui me manque ? Il me manque 600. Et 600, ça représente quoi ? Le bénéfice. Voilà pourquoi, d'un point de vue technique, le bénéfice est inscrit du côté des charges. Ça, c'est pour que vous voyez tous qu'on fait le total des charges, on rajoute le bénéfice si c'est le cas, et on obtient le total général. D'accord ? Ça, c'est ce que j'ai dit. Ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, donc le bénéfice est une charge. Ça n'a pas de sens, bien entendu. C'est simplement pour une histoire de présentation, d'équilibre de ce qu'on appelle le compte de résultats. Il faut, comme vous le verrez souvent en comptabilité, que les éléments soient équilibrés. On veut que du côté des charges et du côté des produits, à la fin, il y ait le même montant, le total général 2000. Regardez bien du côté des produits maintenant, toujours pour l'année N. Je fais le total des produits, 2000, très bien. C'est le total le plus élevé, très bien. Ça doit devenir le total général. Donc, pour l'année N, total produit 2000, total général 2000, pour passer de l'un à l'autre,
Il ne manque rien. D'accord. Vous allez me dire, mais vous avez écrit perte là, du côté des produits. Ben oui, pour l'année N, il n'y a pas de perte. Mais si je regarde l'année N-1, on refait la même chose. Vous allez voir, vous allez comprendre, si ce n'est déjà fait. Pour l'année N-1, total des charges 3000, charges d'exploitation, charges financières 500, pas de charges exceptionnelles, total des charges de l'année N-1, 3500. Très bien. Du côté des produits, produits d'exploitation 2000, produits financiers 100, produits exceptionnels 400. Total des produits 2500. Qu'est-ce qu'on a dit? Le total général le plus élevé des deux, le total entre les charges et les produits le plus élevé des deux, devient le total général. Ben, c'est bien 3500, c'est-à-dire pour l'année N-1, c'est dans ce cas-là le total des charges qui est le plus élevé et qui devient donc le total général. Très bien. Donc du côté N-1, total des charges 3500, total général 3500, donc il n'y a pas de bénéfice pour passer de 3500 à 3500, il n'y a rien. Mais si je regarde du côté des produits, total des produits 2500, total général 3500. Pour passer de l'un à l'autre, il manque combien? 3500 moins 2500, ça fait 1000. Ben, si on réfléchit un petit peu, c'est logique. Pour l'année N-1, le total des charges est de 3500. Pour l'année N-1, le total des produits est de 2500. Conséquence, ça veut bien dire que vous avez eu 1000 de charges de plus que de produits pour l'année N-1. Autrement dit, c'est bien exactement ce qui s'est passé. Il y a eu pour l'année N-1 une perte ou, si vous préférez, un résultat déficitaire de 1000. Encore une fois, à l'inverse de ce que je vous ai dit pour l'année N, du côté des produits, on fait apparaître la ligne perte. Bien entendu, ça ne veut pas dire que la perte est un produit, est un bénéfice, ça n'a pas de sens. On met la perte de ce côté-là, si elle arrive, comme ici pour l'année N-1, pour une histoire d'équilibre tout simplement. D'accord? Donc on résume, pour connaître le résultat d'un exercice, on fait le total des charges, on fait le total des produits. S'il y a eu plus de produits que de charges, ça s'appelle un bénéfice. S'il y a eu moins de produits que de charges, ça s'appelle une perte. D'un point de vue présentation, sous forme d'un compte de résultats sous forme de compte T, d'un côté les charges, de l'autre côté les produits, séparés en trois grandes parties, exploitation, financier, exceptionnel. On fait le total des charges, total des produits, le total le plus élevé des deux devient le total général, et on place soit le bénéfice du côté des charges, soit la perte du côté des produits, selon le cas, pour équilibrer, bien entendu. D'accord ?